Pays-Bas, Suisse. En tout, 9 pays disposent de salles de consommation. Cela représente à peu près une petite centaine de salles. C'est peu à l'échelle planétaire. Surtout que le dispositif a eu le temps de faire ses preuves depuis 1986 et l'ouverture de la première salle en Suisse. En France, je le disais, nous avons donc 2 salles, une à Paris et une à Strasbourg. Les 2 salles ont le statut d'expérimentation. Et qui dit expérimentation, dit bilan. En 2021, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a publié un rapport sur les salles de shoot à Paris et à Strasbourg. Ce rapport est divisé en 3 volets. Le premier vise à comparer le quotidien, les pratiques des usagers de drogue qui fréquentent les salles de consommation avec celui de ceux qui vivent dans des villes où il n'y en a pas, comme à Bordeaux et à Marseille. Le deuxième volet est économique et enfin, le troisième est une recherche sociologique qui cherche à étudier l'impact de la salle de consommation sur la tranquillité publique. Perrine Roux est chercheuse à l'INSERM, elle fait partie des équipes qui ont mené ces études. Elle est présente ce soir et je l'invite à me rejoindre. Perrine Roux, donc bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui plutôt. Je le disais, vous êtes donc chercheuse à l'INSERM, spécialiste des questions liées à la drogue, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Vous avez participé à l'étude que je viens de citer et plus particulièrement au volet qui concerne la santé des usagers. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la méthodologie de vos recherches? Donc oui, effectivement, je suis donc directrice de recherche à l'INSERM depuis peu sur ces questions-là, donc c'est important parce que voilà, ça donne aussi une légitimité à ces recherches. Et donc j'ai coordonné les 2 volets donc sur l'épidémiologie, l'impact sur la santé des personnes et le volet économique. Donc la méthodologie, c'est une méthodologie complexe qui a pris beaucoup de temps, hein. C'est une étude qui a duré 5 ans. Qui a consisté à suivre donc, 665 personnes qui injectent des drogues et dans 4 villes, donc qui ont été recrutées dans des villes où les salles de consommation existaient, donc Paris et Strasbourg. Et pour avoir un groupe de comparaison, on a également recruté des personnes qui se trouvaient à Bordeaux et Marseille, dans des villes où les salles n'existent toujours pas. Et donc, ça nous a permis de pouvoir étudier l'évolution de certains critères de santé et de tranquillité publique en lien avec les consommations. Alors, on va développer les 3 volets. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel constat vous faites sur les pratiques des usagers en fonction qu'ils fréquentent ou pas, sur les pratiques et la santé des usagers en fonction qu'ils fréquentent ou pas une salle de consommation? Donc, dans ce projet, en fait, on a posé plusieurs hypothèses en lien avec ce qui a été expliqué précédemment. Et c'est plus qu'un lieu où les personnes injectent, c'est un lieu où elles vont recevoir des services qui répondent à leurs besoins. C'est un lieu avec donc plus propre et donc du matériel. Voilà, matériel stérile, un accès aux soins et aux services, aux droits de santé. Et donc, ces données ont permis de montrer que le groupe qui était exposé à la salle de consommation avait une réduction des pratiques à risque de transmission du VIH et de l'hépatite C. Donc, c'est des pratiques d'échange de matériel usagé. Mais également une réduction des abcès, une réduction des overdoses, donc, et puis une réduction... Alors, voilà, c'est un critère qui est aussi important, le passage aux urgences, qui montre aussi que ces personnes sont prises en charge plus tôt que des personnes qui n'auraient pas accès à ce dispositif. Donc là-dessus, ça a l'air assez clair. En ce qui concerne l'ordre public, est-ce qu'il est dégradé avec l'ouverture d'une salle de consommation? Donc ces questions-là, en tout cas, ont permis on a également étudié, même si ça avait été déjà démontré au Canada, que ça permettait de réduire les délits, mais on a pu confirmer ces données-là. Donc une réduction des délits chez les personnes qui fréquentaient ce dispositif et une réduction également de l'injection dans l'espace public, puisque c'est la vocation première de la salle qui permet d'éviter que les personnes injectent dans la rue. Alors je crois que c'est peut-être pas le cas surtout pour Paris, mais Paris, il y a une donnée différente qui est le crack. Alors le crack, c'est vrai que on avait dans les 4 villes des consommations un peu spécifiques.
Paris est inondé par le crack. Hein, vraiment, ça a été d'ailleurs, je pense, une donnée qui a apporté beaucoup de flou dans l'impact de la salle de consommation, parce que la salle ne répondait pas directement aux fumeurs de crack, mais plus aux personnes qui injectent des produits. Et donc, malgré cette situation-là, on a pu démontrer donc, des effets positifs de la salle, même et surtout chez les personnes à Paris. Alors, vous le disiez, vous avez travaillé aussi sur des usagers qui sont à Marseille, qui vivent à Marseille, où il n'y a pas de salle de consommation à moindre risque. Est-ce que vous avez noté des besoins particuliers ? Alors, on a pu conduire donc, un peu dans le prolongement de cette étude Cosinus, donc l'étude nationale, avec les acteurs locaux, avec Sud Marseillais, avec Nouvelle Aube. On a proposé un projet pour documenter l'injection dans l'espace public et pour essayer de comprendre un peu la situation des personnes qui injectent dans la rue. Et donc, on a proposé ce projet EPOSIM, donc enquête préliminaire à l'ouverture d'une salle d'injection à Marseille, qui a été coordonné par Marie, qui est ici sociologue, et voilà, qui a réalisé une étude sociologique vraiment intéressante, qui aujourd'hui est publiée dans une revue internationale. Et j'ai oublié de dire que l'enquête Cosinus aussi a été publiée dans une International Journal of Epidemiology. Donc, pour vous dire que les travaux menés à Marseille sur la situation nationale est reconnue à l'échelle internationale et dans la communauté scientifique. Et donc cette enquête EPOSIM a consisté à donner des appareils photo aux personnes qui injectent pour documenter l'injection dans l'espace public. Et donc on a eu des résultats vraiment intéressants qui permettent de montrer en image ce qu'est l'injection dans l'espace public. Vous nous avez transmis quelques photos qu'on peut voir là. Voilà, donc là, il y a donc le parking qui est revenu chez beaucoup d'usagers de l'enquête qui ont pris en photo évidemment les parkings, puisque c'est le lieu principal où les personnes injectent. Les toilettes publiques qui sont fermées, mais qui sont également un endroit où les personnes injectent. Alors au-dessus, parce que c'est fermé, donc elles ont pu exprimer aussi le besoin de toilettes publiques, mais aussi de salles de conso. Et puis cette photo qui est aussi très révélatrice de ce que les usagers peuvent mettre en place pour pouvoir se préserver, en tout cas préserver leur santé. C'est un sac de matos, donc de matériel stérile, en nombre, puisque c'est en général pour dépanner les autres usagers. Et donc ça montre un peu aussi la contradiction entre des politiques publiques qui donnent accès à du matériel stérile, mais à côté de ça, des lieux qui n'existent pas pour que les personnes puissent injecter dignement. Donc voilà, c'était un peu les résultats de cette enquête qui sont vraiment importants pour les usagers et pour nous. Alors votre étude comporte aussi un volet économique. Est-ce que c'est rentable pour la société d'ouvrir une salle de consommation à moindre risque ? Alors, on n'est pas sur un bien rentable, mais en tout cas, on est sur un bien qui est dit coût efficace aux yeux de la Haute Autorité de Santé. Les salles de consommation, comme tout autre traitement qui a été évalué par des économistes, ont démontré qu'au regard des coûts évités grâce aux bénéfices sur la santé des personnes, les coûts nécessaires à la mise en place d'un dispositif sont tout à fait acceptables pour la société. Perrine Roux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette expertise. Marseille, du fait de sa situation portuaire, a une histoire particulière avec la drogue, ceux qui la vendent, ceux qui la consomment. Elle a aussi, nous l'avons vu, une histoire particulière en matière de réduction des risques, et ce, grâce à la détermination de certains. Non pas des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels que nous connaissons, mais grâce à des acteurs locaux, de terrain, des associatifs, des militants, des humanitaires, des médecins aussi, qui ont su sortir des cadres pour sauver des vies. On peut citer à Sud, le bus 3132, Médecins du Monde, Nouvelle Aube, mais aussi des personnalités telles que Béatrice Tamboul, psychiatre, décédée il y a peu, ou encore Jean-François Mattei, médecin, député et ancien ministre de la Santé. Dans les années SIDA, Marseille a été un exemple. Elle a su montrer à l'échelle planétaire
Elle a su montrer, à l'échelle nationale déjà c'est bien, elle a su montrer l'exemple. Elle a inventé sa propre façon de faire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Marseille verra-t-elle, comme la municipalité actuelle s'y est engagée, une salle de consommation à moindre risque ouvrir ses portes? Ou les pouvoirs publics, au premier rang desquels la mairie de secteur, vont-ils une fois de plus détourner le regard quand il s'agit d'addiction? Marseille saura-t-elle faire preuve de lucidité et de progressisme? Ou continuera-t-elle de représenter cette société qui ignore une partie de ses concitoyens? Lors de cette enquête, un membre associatif m'a dit aujourd'hui, à Marseille, on donne des seringues à des gens qui vont mourir entre deux voitures. On a le sentiment d'avoir raté quelque chose.